Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Vous étiez nombreux hier à assister à la première partie de ce triptyque sur la confiance. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième. Donc rendez-vous 13 heures. Demain également, ce sera le dernier volet à 13 heures. On est ici au siège de BPI France Boulevard Haussmann sur l'étage du Hub. On a pu organiser un plateau télé pour continuer à recevoir nos différents événements et nos interlocuteurs d'aujourd'hui. J'en profite pour remercier les speakers d'hier et vous qui êtes connectés aujourd'hui et ceux qui étaient là présents hier pour assister à cet événement. Le Hub de BPI France, c'est la partie qui accompagne les startups dans lesquelles les fonds d'investissement du pôle innovation ont investi. Donc à chaque investissement, nous venons travailler en continuum avec l'investisseur pour les aider dans leur développement opérationnel afin d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on continue sur le volet de la confiance. On va avoir des intervenants qui sont différents, avec un regard particulier, avec une caractéristique en fonction de leur expérience, puisqu'on a la chance d'avoir un établissement bancaire qui sera là pour nous parler de l'engagement. On a également la chance d'avoir une start-up dans la medtech qui va pouvoir témoigner sur ce sujet. Et enfin, je dirais pas des moindres, c'est grâce quand même à leur support technique aujourd'hui que nous pouvons héberger ce totem et qui a eu beaucoup d'actions pendant cette phase de confinement. Donc on a l'un des cofondateurs et le CEO de Livestorm sur lequel vous êtes connecté aujourd'hui. Pour modérer tout ça, on continue avec notre cher directeur des éditions de chez Ouzbek Erika, c'est Thierry Keller qui va modérer cette intervention. Thierry. Merci beaucoup, Jonathan. Et rebonjour à tous. J'espère que tous ceux qui étaient là hier sont à nouveau présents en notre compagnie et puis qu'il y a des petits nouveaux pour parler avec nous de la confiance. Alors hier, vous vous souvenez, on était avec Mehdi Benabroug et Michela Marzano pour évoquer les grands principes de la confiance. On s'est posé la question de la défiance aussi, qui est la symétrie à la confiance. Et on se demandait dans quelle mesure la crise qu'on est en train de vivre allait générer davantage de confiance entre les acteurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser effectivement, comme le disait Jonathan, au monde de l'entreprise en tant que tel. Et où nous avons intitulé cette deuxième partie entraide et confiance, les entreprises doivent se serrer les coudes. Alors, vous aurez remarqué que ce n'est pas une question. Ce n'est pas les entreprises doivent-elles se serrer les coudes. Et donc, on va justement voir comment elles peuvent se serrer les coudes. Et comme le disait Jonathan, nous avons la chance d'avoir des acteurs économiques qui sont de différentes origines, mais qui, sans confiance, ne peuvent pas avancer. J'accueille tout de suite avec moi Laurence Gavy. Bonjour Laurence. Tu es donc, alors je vais le dire en anglais, parce que c'est quand même important. Tu es donc Chief Clinical Officer et Head of Partnership. Bon, en gros, tu es chef clinique et responsable des partenariats. Chez Incepto, qui est donc une entreprise qui crée et distribue des applis d'intelligence artificielle pour le secteur de l'imagerie médicale. Bienvenue à toi. Nous accueillons aussi, évidemment, celui sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. En tout cas, on pourrait être là, mais tout seul. Donc, qui est le CEO et le cofondateur de Livestorm, Gilberto. Bienvenue Gilles, bienvenue à toi. Installe-toi, je t'en prie. Et enfin, in extremis, qui nous a rejoint à l'instant, Antoine Cyr. Bienvenue Antoine. On se tutoie tous ici, ça te va, hein? Antoine, tu es le directeur de l'engagement d'entreprise chez BNP Paribas. Merci à tous les trois d'être là. Alors, je rappelle le principe de nos totems, un magnifique totem qui est derrière moi. Je rappelle le principe, vous pouvez poser évidemment toutes vos questions sur Livestorm. On parlera de toutes les fonctionnalités de Livestorm, mais aussi au cours de cette heure qu'on va passer ensemble, vous aurez à répondre, si vous le souhaitez, à des sondages. Et je poserai les questions du sondage au fur et à mesure. Alors d'abord, peut-être, je me tourne vers tous les trois. Un premier tour de table rapide autour de la confiance. Vous avez été chacun évidemment percuté à votre niveau par les derniers événements. Je vais peut-être me tourner vers toi, Gilles, dans un premier temps. Livestorm, peut-être une toute petite carte d'identité, beaucoup de concurrence
dans le domaine du live stream. On pense évidemment à Zoom, à Teams, mais en quoi, bon, on ne va pas se le cacher, c'était plutôt une bonne période pour le remote en ce moment. Mais en quoi la confiance est de nature à être un avantage concurrentiel vis-à-vis de tous ces gens qui sont autour de toi? C'est une très bonne question. Alors effectivement, on a été du bon côté de la barrière. Donc ça a été, je ne vais pas dire une chance, que c'est pas une chance, mais en tout cas une opportunité qu'on a su saisir. Livestorm, juste en quelques mots, du coup, c'est une plateforme de communication vidéo sur laquelle on peut faire du webinar, du meeting, un peu tout ce que tu veux en termes de live streaming. Et en fait, la valeur de Livestorm, elle n'est pas finalement d'en faire de la vidéo, et c'est ça qui est un peu contre-intuitif, c'est aussi de proposer un petit peu de tout le reste qu'il y a autour. Donc de dire, quand tu veux faire ton événement, on va gérer pour toi la landing page, les emails, enfin tout ce qui va, toute la logistique marketing que tu veux déployer autour d'un événement, on va la gérer pour toi. Donc l'idée, c'est d'être le plus horizontal possible sur cette plateforme de communication vidéo. Donc ça, c'est pour le pitch en 2 mots. Et pour la confiance, en fait, on est sur un marché où tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est un peu comme les trucs bancaires, les apps bancaires ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si ça foire, si ton live il foire, tu as quand même un risque qui est très gros de perdre un client. Et donc il y avait déjà de base un capital confiance qui était difficile à imiter. Et avec la crise de cette année, cette confiance, cette demande de confiance, le cours de la confiance a augmenté, si tu veux. Dans une période d'incertitude, les gens ont besoin d'avoir un outil qui va leur permettre de communiquer, qui soit fiable, qui soit là, qui réponde à tous les besoins et qui soit irréprochable. Et ça, c'est une valeur qui a augmenté énormément cette année. Alors, je reste un peu sur ton cas, désolé, Ouais, avant de passer à vous deux, mais en gros, tu dis, il ne faut pas que ça plante, clairement, mais il y a aussi tout ce qu'on a entendu autour des données personnelles. Est-ce que si je me connecte, ça va être aspiré dans cette espèce de grosse machine? Tu as entièrement raison et j'ai oublié de le mentionner, mais effectivement, tu ferais la comparaison par rapport à Teams ou à Zoom. Je tape pas sur la concurrence parce que je considère que c'est des gens qui ont énormément plus de budget que nous, énormément plus de force que nous, donc on n'a pas de leçon à leur donner. Mais fondamentalement, il y a des choix techno qui sont faits, qui ont fait qu'en Europe, il y a beaucoup d'organismes publics qui ont arrêté d'utiliser Zoom et autres parce qu'il y avait justement cette composante US qui est importante. Aujourd'hui, ils avaient besoin d'avoir les données en France ou à minima en Europe. Et nous, c'est cette carte-là qu'on a jouée. On a dit, on est français et on est européen, on est soumis à la loi française. Et en plus, on a fait le choix d'héberger tout, tout, en tout cas en Europe. Et clairement, ça a été, ce côté sécurité des données est devenu presque une fonctionnalité, quoi. Antoine, je me tourne vers toi. Quand on préparait ce rendez-vous, il y a cette phrase évidemment qui m'est restée. Tu nous as dit la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Je crois que c'est hyper parlant. Bon, on n'est pas encore sur l'engagement, mais là vraiment sur le rôle de banquier. Est-ce qu'on peut dire que la confiance qui s'était perdue par hectolitres pendant la crise de 2008 se regagne avec plus que des gouttes quand même aujourd'hui, dès lors que la banque est un tiers de confiance essentiel à la reprise de l'économie. Et on est ici à la BPI, on voit de quoi on parle. Je crois qu'effectivement, nous, dans le secteur bancaire, on a traversé une crise qui a été une crise économique en 2007-2009. Et en gros, c'est quand même assez largement des financiers qui sont à l'origine de cette crise. Et donc, ça a entraîné une forte crise de confiance entre le public et le secteur financier dans son ensemble, parfois de façon justifiée, parfois de façon moins justifiée, parce que le directeur d'agence bancaire de Bourbon-l'Archambault avait quand même un loin. C'est où ça? C'est dans le centre de la France, ville très agréable. Et donc, ce directeur d'agence, ou celui qui était à Aigues-Mortes, ou vous voulez, où tu veux, avait un rapport assez lointain, mais clairement, il y avait quand même des gens qui... Ça rejaillissait sur lui, quoi qu'il se passe. Ça rejaillissait sur lui, quoi qu'il se passe. Et donc, en fait, ça fait déjà une dizaine d'années que, du coup, les gens qui travaillent dans la banque ont eu un vrai problème d'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils rentraient chez eux, leurs enfants leur disaient « mais tu travailles dans la banque, c'est pas bien », etc. Enfin, c'était quand même un truc qui était assez difficile à vivre. Et je pense que c'est pour ça qu'on a quand même eu une assez forte volonté depuis des années des banquiers d'être
plutôt à l'avant-garde pour ce qui est transformation écologique, en matière de rôle social. Il n'y a pas une profession où il y a plus de gens qui font du mentorat de jeunes originaires de milieux défavorisés que dans la profession bancaire. Il y a une vraie idée quand même que la banque ne soit plus neutre et qu'elle accompagne la transition écologique. Donc il y avait déjà plein de choses qui étaient dans une volonté de retrouver une forme. Encore faut-il que le contexte alors, accélère ça. Et donc, d'un seul coup, c'est vrai que quand il y a eu la crise du Covid, le message qui a été passé dans les banques par les directions, mais il a été passé et très bien compris par tout le monde dans les équipes, c'était, là, c'est vraiment une épreuve de vérité dans notre relation avec nos clients. C'est-à-dire que là, vraiment, si on veut retrouver une partie de la confiance perdue, c'est le moment ou jamais. Et donc, du coup, il y a eu, on a pu passer un nombre très important de gens de la banque en télétravail très rapidement, et tout le monde y a mis du sien. Les équipes informatiques ont fait un travail de dingue. On a formé 4000 personnes en 48 heures pour donner les prêts garantis par l'État. Enfin, il y a une espèce de mobilisation à tous les niveaux. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, il y a eu il n'y a pas longtemps une étude sur les fractures françaises qui est sortie, et la banque, par exemple, a regagné 10 points. C'est-à-dire aujourd'hui, on est passé très au-dessus, pour prendre 2 exemples, on est passé très au-dessus des médias et très au-dessus de la présidence de la République. Okay. On a beaucoup parlé hier dans notre première conf sur la confiance du président de la République et de la parole officielle. Laurent, je me tourne vers toi. Alors peut-être que nos spectateurs connaissent peut-être moins Incepto. On l'a dit, c'est de la medtech, c'est de l'assistance par IA d'un geste médical ou de gestes médicaux ou de diagnostic. On est là dans un... Alors, autant peut-être la banque était frappée de défiance, autant l'intelligence artificielle, combien de débats, de conférences ont eu lieu pour savoir si ça allait remplacer les médecins, si ça allait prendre le pouvoir sur l'humanité, quoi. Carrément, on a beaucoup invoqué Terminator et Matrix. Aujourd'hui, en 2020, on a presque l'impression que cette grande vague de défiance s'est un peu calmée et que l'IA est rentrée dans le rang. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce hiatus avec la confiance qui s'opère quand on pense à sa propre santé. Comment vous vivez ça chez Incepto ? Je pense que c'est déjà complètement légitime, toutes ces interrogations. Il y a eu des annonces tonitruantes que les radiologues allaient disparaître, par exemple. Donc ce problème de la confiance, il est légitime et il existe, même si c'est vrai, ça se calme parce que les outils commencent à être utilisés. Et chez Incepto, c'est notre mission finalement que de mettre dans les mains des médecins à l'épreuve du feu les outils qui émergent. Donc je pense qu'il y a différents aspects. Il y a la confiance vis-à-vis du grand public. Qu'est-ce que deviennent mes données ? Est-ce qu'elles vont pas être vendues, je sais pas, à ma mutuelle par exemple, et du coup on me donnera pas un prêt. Enfin, je veux dire, il y a toute une thématique qui est complètement légitime et qu'on peut adresser par la transparence. Donc la transparence, ça veut dire expliquer ce que font les algorithmes, en quoi ils vont aider le médecin, ce qu'ils ne font pas, les limites aujourd'hui, et puis être très clair sur le fait que, par exemple, les données qui sortent de l'hôpital, on les déshabille, on enlève toute donnée identifiante. Donc ça, c'est des axes de travail d'Incepto pour gagner la confiance côté public. Et puis ensuite, il y a les praticiens, les spécialistes, ceux qui vous voient venir d'un mauvais œil, et puis tout à coup, ils disent « Ah tiens, finalement, ici, ça me servait ». Exactement. Donc à eux, notre mission, c'est vraiment de leur donner les outils pour qu'ils les essayent et qu'ils se rendent compte de l'apport en tant que compagnon finalement que représentent ces outils pour être un filet de sécurité, par exemple, quand on est fatigué, quand on doit trouver des cancers sur une mammographie. On a des outils aujourd'hui qui sont là pour aller voir de façon
toujours aussi performante, sans être fatiguée, voilà. Et en même temps, des outils qui permettent d'aller plus vite parce qu'ils vont trouver très vite qu'il n'y a rien dans une image. Donc, est-ce que c'est là que l'expertise du médecin est la plus utile ? Non, sans doute pas. Si la machine peut très vite lui dire non, là, il n'y a rien, et elle est très fiable pour faire ça. Et donc, on prend l'exemple des fractures aux urgences. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà fait mal, on attend des heures. Hélas. Voilà, exactement. Donc, on attend des heures pour avoir le résultat. On passe à radio très vite, mais finalement, avant de voir un médecin, ça peut prendre très longtemps. Et aujourd'hui, on a des outils comme ça. Incepto distribue une solution qui permet de très rapidement dire il n'y a pas de fracture. Ça veut dire qu'on peut désengorger les urgences sans enlever toute la valeur du radiologue qui, derrière, va aller voir la fracture subtile et garder le patient et le prendre en charge. Alors, je ne sais pas si tu avais anticipé le sondage à venir, mais en tout cas, je te trouve très convaincante. Mesdames, Messieurs, vous allez pouvoir répondre à un premier sondage. Alors, la valeur scientifique de ce sondage, ne nous la reprochez pas, elle est au doigt mouillé. Mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant de prendre le pouls d'une audience qui, je le crois, est très qualifiée. Suis-je prêt à faire confiance à un robot lors de mon diagnostic médical ? Oui, non, ou ça dépend du robot. Alors, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault quand je dis ça. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est votre opinion qui compte. Je le disais en introduction, on est beaucoup sur l'entraide. Et beaucoup de choses ont été dites, écrites et même d'ailleurs expérimentées autour de la découverte ou la redécouverte de l'écosystème, où tout à coup on s'est rendu compte qu'on n'était plus seul au monde. Alors évidemment, vous c'est pas pareil parce que vous êtes l'avant-garde, mais énormément d'entreprises, ont redécouvert leur partie prenante interne et puis aussi tout ce qui est prestat, partenaire. Est-ce que vous avez le sentiment, je vous pose un peu la question à la cantonade, que c'est une vue de l'esprit un peu journalistique ou bien est-ce que réellement il y a là un effet cliquet qui permet de redécouvrir la solidarité dans un monde de l'entreprise qui est normalement sur le papier marqué par la concurrence ? Qui veut répondre en premier ? Antoine, peut-être ouais. Moi, je vais revenir à l'exemple du PGE. Je pense qu'il y a un prêt garanti par l'État qui a été créé. Bon, d'abord, l'État a fait le boulot, si on peut dire, parce qu'il s'est immédiatement mobilisé sur le fait qu'il y avait un problème économique concret. Les banques ont bien compris qu'elles étaient le relais de cette décision de l'État et que s'il n'y avait pas de relais, ça ne marchait pas. Je pense que les entreprises ont elles-mêmes compris que ces différents acteurs avaient justement ce sens de l'écosystème. Et donc, je crois que tout le monde s'est mis au travail ensemble pour que les choses aillent bien. Donc, je crois que... et puis, on était dans un climat, on applaudissait les infirmières tous les soirs à 20h. Il y avait d'un seul coup, c'est vrai que tout le monde s'est mis à regarder les caissières des supermarchés et les gens qui passaient ramasser les déchets tous les matins d'un regard différent. Et je pense que du coup, il y a tous les gens qui avaient la possibilité, parce que malheureusement d'autres ne l'avaient pas, mais tous les gens qui avaient la possibilité de travailler dans cette chaîne de bonne volonté, nous on a aussi beaucoup de clients qui sont dans l'économie sociale et solidaire, et à ce moment-là on a bien compris qu'il fallait les accompagner différemment pour qu'eux-mêmes puissent accompagner les gens qui étaient dans la difficulté. Donc je crois que la chaîne de bonne volonté, dans son ensemble, elle fonctionne. Et d'ailleurs, on voit toujours l'exemple du gars qui est pas content parce qu'il découvre que sa voisine est une infirmière et qui risque d'être malade. Bon, et ça, c'est le sale type dans toute son excellence. Mais en réalité, si on regarde la mobilisation des gens un peu partout, il y a eu cette solidarité et effectivement, c'est rentré dans le monde de l'entreprise. Je crois qu'il y a eu le vrai truc, c'est que le monde de l'entreprise s'est vraiment avéré poreux, dans le bon sens du terme, à ce mouvement de solidarité. Tu voulais répondre? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, tu disais justement, l'État a fait le boulot et il n'y a qu'à voir en fait la mobilisation qu'a mené Cédric O en allant chercher du coup les entreprises de la French Tech en disant voilà, on va essayer d'organiser justement cette notion d'écosystème et de la mettre à contribution. Donc on en faisait partie, mais pour en citer hier on tapait un peu sur le gouvernement, aujourd'hui non. Non, aujourd'hui. Non, je plaisante. Pour le coup, là, je pense qu'il y a eu quelque chose de bien qui a été fait, en tout cas en termes d'écosystème. Tu vois, il y a Klaxoon. L'État fait partie de l'écosystème, de fait. Exactement. Et du coup, chacun est un peu mis à sa patte. Voilà, nous, on a offert aussi la solution gratuitement à certains pour justement qu'on continue à contribuer au télétravail. Doctolib, on le connaît, Klaxoon.
Autre exemple très bête, mais Swile, enfin Feu Launcher, qui du coup débloque la limite de tickets resto pour que les gens puissent consommer de chez eux, aller acheter de la bouffe et tout. Enfin, il y a plein de petites actions comme ça, je trouve, qui ont fait que il y a eu une mobilisation de l'écosystème, en tout cas French Tech pour nous startup en tout cas. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Est-ce qu'il y a des gens que tu as redécouvert ou que tu as appris à connaître à l'occasion de ce moment inédit? Oui, forcément, parce qu'en fait, on se connaît tous, c'est un petit monde. Et donc, quand tu es dans une période d'incertitude, quand surtout, comme nous, on était un petit peu sur une pente qui est très, très ascendante, avec tout un tas de problématiques, on a discuté entre nous, comment tu gères ci, comment tu gères ça, tu apprends à connaître aussi tes pairs, entre guillemets. Et ouais, non, c'était vraiment cool. Laurence, de ton côté, dans un secteur qui est particulier dans un moment comme ça, est-ce qu'on a... on a énormément insisté sur le sanitaire et sur le médical, mais on a aussi dit que tout un tas de pans de la médecine avaient été laissés un peu à l'abandon au profit du Covid en tant que tel. Bon, alors je pense qu'il y avait une priorité, les hôpitaux étaient remplis, la médecine s'est arrêtée, la chirurgie s'est arrêtée parce que les hôpitaux étaient remplis de Covid. Mais la transformation et la confiance, elle s'est traduite à plein de niveaux. Par exemple, on a vu l'explosion de la téléconsultation pour remplacer le fait que on ne pouvait pas aller consulter. Et ça s'appuie vraiment sur la confiance. C'est-à-dire à quel moment on est capable de dire oui, en fait, la qualité va être la même. Et en fait, ça a été un super accélérateur parce que on a bien vu que ça fonctionne. Et donc, la téléradiologie, la médecine digitale, la médecine algorithmique ont eu en fait une opportunité de démontrer leur valeur. Et donc ça, dans l'écosystème, je pense que ça a fait du bien, ça a libéré certains blocages et réticences. Et puis après, même au sein des entreprises, déjà au sein de notre entreprise, il y a une notion de confiance parce que tout à coup, il n'y a plus de bureau, il faut laisser ses employés gérer chacun son projet. Et on s'est aperçu que les gens étaient extrêmement motivés et que en fait, la productivité, elle a plutôt monté qu'autre chose. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, moi, je suis en charge des partenariats, donc je gère la relation aussi avec nos différents distributeurs. Donc là, c'est un peu ce que tu disais, comment ça se passe entre startups dans un environnement qui est complètement nouveau et où tout est à inventer. Il n'y a plus de congrès physique, donc comment est-ce qu'on s'organise, on fait ensemble des stands, on fait ensemble de la com comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, via des webinaires. Et on a beaucoup échangé et on est allé bien au-delà d'une relation juste distributeur-fournisseur. Donc ça, c'était hyper intéressant. Indépendamment de la crise, et j'attends les résultats du sondage, il y a dans la solution IA en tant que telle, l'idée de réunir autour d'une même techno, mais finalement de réunir tout court, des acteurs qui étaient plutôt avant dans leur couloir de nage, le radiologue de son côté, le chir de l'autre, les aides-soignants encore de leur côté. Est-ce qu'on peut dire que c'est une solution techno qui permet, dès lors qu'on s'y intéresse et dès lors qu'on n'en a pas peur et qu'on a confiance en elle, de se reparler finalement les uns les autres? Alors, au sein de l'hôpital, c'est certain, parce qu'on s'aperçoit que les résultats de l'IA deviennent finalement un bon média pour échanger. Donc, prenons le cas de la cancéro. Le radiologue devient plus pertinent avec des informations quantifiées, etc. et établit donc un dialogue plus riche peut-être avec l'oncologue qui a prescrit l'examen et ce rapport enrichi peut devenir une base de discussion, par exemple dans les revues, ce qu'on appelle les tumor boards, les revues pluridisciplinaires sur la prise en charge d'un patient. Donc ça c'est certain, mais aussi au sein des différentes startups, il peut y avoir différentes philosophies. On peut avoir une approche très techno. Chez Incepto, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de mettre ensemble les experts médicaux, 10 ans d'études, c'est pas une expertise qu'on peut acquérir comme ça, et puis les experts de la science des données, qui eux aussi arrivent avec une grosse connaissance scientifique, et tout à coup, on se met à créer ensemble. Donc les questions cliniques sont mieux comprises des ingénieurs et les médecins peuvent toucher du doigt ces nouveaux outils. Et donc ça, c'est extrêmement riche. Antoine, tu parlais du nouveau rôle de banquier quelque part, mais alors moi j'ai l'impression que quand on parle du banquier,
on attend un peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire celui qui est à la fois rentable, en même temps qui va aider le SS, comme tu le disais, en même temps celui qui sauve une situation économique extrêmement difficile. Est-ce que là, il n'y a pas, en termes justement de la confiance que les citoyens et consommateurs veulent vous porter, un fardeau hyper lourd à porter, avec finalement des injonctions contradictoires dans tous les sens? Alors, je pense que une fois qu'on regarde bien le métier et qu'on le connaît un peu de l'intérieur, et en admettant qu'on le fasse bien et qu'on ne fasse pas semblant de le faire, je dirais que banquier, quand on ne fait pas semblant de le faire, c'est un métier assez difficile. Parce qu'il faut effectivement gérer des choses qui sont relativement contradictoires. D'abord, si on prend une banque, elle ne doit pas faire faillite. Donc, pour ne pas faire faillite, il faut qu'elle fasse très attention à qui elle fait crédit. Et pourtant, si elle ne fait crédit qu'aux gens qui n'ont pas besoin d'argent, elle ne sert à rien. Bon, et donc vous voyez que le métier même, si vous voyez, il y a toujours des gens qui veulent que les systèmes soient parfaits, qui fonctionnent, etc. Mais le métier même de banquier, c'est de trouver le système qui lui permet d'être au carrefour de contradictions et de trouver le juste équilibre entre des contradictions. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, très souvent, les gens disent finalement, le banquier, il a un rapport avec l'argent, donc sa vision, elle est court-termiste. Bon, mais en réalité, le banquier, il fait des crédits pour assez longtemps. Et s'il y a bien un prestataire de service qui a besoin, même économiquement, que ses clients soient vivants dans 5, dans 10 ans ou dans 15 ans pour le rembourser, c'est le banquier. Et du coup, une fois que le banquier sort un peu de son business as usual, il se dit que finalement, avoir un regard différent sur l'avenir de la planète, avoir un regard différent sur la lutte contre les inégalités, ça fait au fond partie de son métier parce qu'il n'y a pas de banque qui peut réussir dans un monde qui perd. Ça n'existe pas. Et donc, c'est tout ça qui doit prendre en compte. Ou alors c'est très court terme. Ou alors c'est très court terme, et ça aboutit à la situation qu'on a vue en 2008-2009, où justement, parce que pendant 10 ans, il y avait une période un peu folle où des gens avaient fait n'importe quoi, ils pensaient que les arbres, comme on disait à l'époque, allaient grimper jusqu'au ciel. Mais bon, la leçon est extrêmement claire, et je pense que la plupart des gens l'ont retenu, et de toute façon, les règlements que l'on doit appliquer l'ont retenu pour nous, parce que la régulation bancaire s'est profondément transformée. C'est une très bonne chose. Ouais, on va revenir sur la compliance et ses évolutions permanentes. J'aimerais savoir si chez vous, chez Livestorm, il y a une sorte de... alors pour l'instant, vous avez la hype. Non, mais clairement, vous êtes monté en flèche dans la période. Tout à coup, se pose la question de devenir un véritable réseau social. Et donc là, derrière, sans doute vont se poser aussi les questions je dirais, la confiance au sens large, sur l'honnêteté de l'éditeur. Et avec toujours cette espèce de contradiction entre c'est pas moi, c'est une plateforme, et en même temps de ce qui s'y passe. Et donc, est-ce que vous anticipez, d'une certaine manière, une sorte de passage à l'échelle, de maturité, de quelque chose qui a aidé comme ça ponctuellement pendant la crise, mais qui, en devenant pérenne, va forcément être confronté au regard parfois bienveillant et parfois un peu moins des consommateurs et des utilisateurs? Ouais, bien sûr. Alors c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question très tôt de savoir est-ce qu'on est juste un tuyau et au final on ne regarde pas forcément ce qui passe. La question a été assez vite répondue. Il y a forcément des choses qui vont rester dans le cadre de la loi. Tellement facilement maintenant, ça, il faut que... Il y a une expression. Ouais, exactement. C'est et fou en quand fait, même. il y a juste un cadre légal qui fait que forcément il y a des choses qui ne passeront jamais. Et après, je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre on verra au cas par cas selon les valeurs aussi de la boîte. Et pour le coup, il faut qu'on réfléchisse aussi aux valeurs de la boîte, aux valeurs de ce qu'on veut créer comme boîte. Et du coup, on avisera. Mais en tout cas, on se réserve le droit justement de fermer un contenu si on considère qu'il peut impacter négativement une minorité, qui peut avoir quelque chose qui est néfaste en fait pour la société. Donc déjà de base, on a essayé d'avoir ce parti pris-là, d'avoir un parti pris éthique sur la façon dont on crée le contenu. Deuxième chose, c'est que la confiance qui nous est donnée par nos clients, en fait, c'est une confiance à tiroir. C'est-à-dire qu'en gros,
leurs clients vont participer à des webinaires. Donc leurs clients doivent faire confiance à nos clients et du coup nous faire confiance à nous et nous faire confiance aussi aux gens avec qui on fait des partenariats. Donc on a vraiment d'avoir besoin de cette chaîne de valeur de la confiance qu'il faut préserver. Et oui, et plus on scale, plus on va devoir miser là-dessus. Ça veut dire typiquement monter des équipes spécialisées dans la sécurité, monter une équipe juridique, chose qu'on n'avait pas avant. Donc toutes ces questions qu'on devait censé normalement se poser l'année prochaine tranquillement, concrètement on s'est posé là, cet été suite au Covid. Il faut qu'on monte des départements pour ça, quoi. T'as pas eu de vacances, quoi. Voilà. Ok, pourtant tu as l'air en forme. Alors on a le résultat, Laurent, je me tourne vers toi pour que tu puisses le commenter. Écoute, la réponse est oui, donc je te rassure. Déjà, dans un premier temps, à 44%, oui, je suis prêt à faire confiance à un robot. Non, 22%. Ça dépend du robot, 33%. On est là sur quelque chose qui est, qui est clair, mais pas hégémonique. Est-ce que ça te surprend ? Non, et je pense que c'est sain. Et moi, j'aurais répondu, ça dépend du robot. Ah ouais, ok. Bah oui, parce que clairement, et c'est là qu'il y a besoin d'éducation, je pense, toutes les IA ne se valent pas. Et il y a des fondamentaux sur, par exemple, les biais qui peuvent apparaître. On entraîne un algorithme avec un seul type d'image, une seule population. Il va être très mauvais sur une autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de données de santé? Est-ce qu'on a travaillé avec des données françaises, des données européennes? Est-ce que c'est des données qui représentent une population obèse, asiatique, qui n'a pas les mêmes caractéristiques? Donc la diversité des données est fondamentale. Ce qu'on met dans les algorithmes, la qualité scientifique est fondamentale. Pardon, mais il n'y a pas d'algorithme universel pour soigner les gens ou pour avoir un bon jag? C'est pas possible. Bientôt. Mais... Non, mais c'est une question qui est presque une question technique, indépendamment de métaphysique. Mais c'est vachement intéressant ce que je dis, parce que moi ça me fait penser à un débat qu'on a eu il y a des années, par exemple sur la bouffe et l'alimentaire. Les gens ont commencé à avoir un droit de regard sur comment la bouffe est faite. En vrai, pourquoi tu n'aurais pas le même droit de regard sur comment est fait ton soft? Parce que l'IA, comme tu dis, il y a des gens qui travaillent derrière, des humains qui ont forcément des biais qui sont des biais suite à leur expérience, leur environnement, etc. Pour nous, c'est pareil. Enfin, on fait le software d'une certaine manière qui n'est clairement pas la même que Zoom, Teams et tous les centaines de softwares qui existent du même type. Donc, c'est dans cette nouvelle période, il faut qu'on arrive à être transparent sur comment on fait les choses. On est une sorte de Nutri-Score du software, quoi. Enfin, c'est débile, mais c'est vraiment ça, quoi. Nouvelle période, tu me lances le témoin pour entamer justement cette fameuse responsabilité des entreprises dont on parle beaucoup. Elles ont été en première ligne. N'importe quelle entreprise qui fait une petite faute, on en parlait tout à l'heure, elle doit reconstruire patiemment. Là, pendant ces moments un peu difficiles, on s'est aussi beaucoup retourné vers l'interne. Donc moi, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe demain. Et est-ce que ce trend peut continuer? De quelle manière? Et est-ce que les uns et les autres, vous avez le sentiment de parfois remplacer l'État? Alors, hier, avec Michela Marzano, qui est une philosophe et une ancienne députée au Parlement italien, on lui posait la question, elle nous disait non, chacun doit être dans son rôle. Mais pour être honnête, on a le sentiment que les frontières sont de plus en plus floues entre l'État, l'entreprise, l'ONG, les parties prenantes. Antoine, toi qui es directeur de l'engagement d'entreprise chez BNP Paribas, est-ce que déjà ce titre-là aurait existé il y a 10 ans? Qu'est-ce que ça aurait signifié, engagement? Non, je pense que ce titre, il vient d'un constat fait par nos dirigeants. Au fond, moi, j'ai entendu un jour Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de BNP Paribas, dire en comité exécutif, il y avait notre chief économiste qui arrivait, notre chef économiste, qui disait c'est assez bizarre parce que il y a de la croissance économique partout, c'était il y a quelques années, et en même temps, les gouverneurs de banque centrale ne se décident pas à baisser les taux à relever les taux d'intérêt et donc ne réagissent pas comme d'habitude. Et là, Jean-Laurent a dit oui, mais c'est normal parce qu'il y a de la croissance partout, mais plus il y a de croissance et moins il y a de gens qui ont l'impression qu'ils vont pouvoir en profiter. Les gens sont inquiets à cause des inégalités, ils sont inquiets à cause des territoires, ils sont évidemment inquiets à cause du climat. Et donc, ça, c'est une inquiétude qui est collective. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid, finalement, nous montre bien que les sujets d'intérêt collectif, ils ont bien
la capacité de faire irruption dans nos vies à tous. Puisque le jour où ce sacré virus débarque, vous avez pratiquement toute l'humanité qui est confinée, ou en tout cas une bonne moitié d'entre elles qui est confinée, et l'économie qui est en panne partout. Donc on voit bien qu'en réalité, le collectif, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, lorsque, en 2017, Jean-Laurent Bonnafé décide de créer une direction de l'engagement d'entreprise qui va introduire de l'impact positif, écologique et social dans tout ce que fait l'entreprise, c'est parce qu'il a cette conscience de ce que le collectif concerne tout le monde et qui concerne toutes les entreprises. Après, le fait que le collectif concerne tout le monde et que tout le monde doive agir en fonction du collectif n'empêche pas que l'État a un rôle très important à jouer, qui n'est que le rôle de l'État. C'est à l'État de réguler. On sait très bien qu'il y a des tas de choses qui ne fonctionnent que s'il y a une bonne réglementation, une bonne régulation par l'État. Donc il doit faire ça. Et c'est à lui de donner les impulsions qui vont mobiliser toute la société. Par exemple, nous, franchement, depuis qu'il y a l'accord de Paris qui a été signé en 2015 et qu'il y a les 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui sont sortis en 2015, c'est quand même beaucoup plus facile d'orienter une politique écologique et sociale de l'entreprise en profondeur, parce que les gens ne vont pas tout le temps dans l'entreprise questionner nos choix. Il y a une urgence climatique qui a été en quelque sorte décrétée par la puissance publique, elle a été prise en compte par la puissance publique, et donc elle ne se discute pas. Et dans l'entreprise, chez BNP Paribas, il y a l'accord de Paris, donc on ne vous demande pas si vous êtes climato-sceptique ou si vous ne l'êtes pas. De toute façon, il y a l'accord de Paris, on est sur des rails, et il faut qu'on le respecte. Je sens que vous avez envie de réagir, et ça tombe bien, j'allais vous passer la parole, mais je voudrais qu'on lance un deuxième sondage. Alors, autant le premier était un peu provoquant, autant le deuxième aussi. Pour vous, une entreprise, chers spectateurs, doit d'abord œuvrer au bien commun, être rentable pour ses actionnaires, préserver les emplois, ou bien œuvrer au bien-être de ses collaborateurs. On se retrouve tout à l'heure. Votez bien. Quand on entend Antoine, on se dit, mais voilà une parole de patron qui a bien changé. On n'est plus dans les années 90 où les dirigeants se sentaient freinés par les normes, par la bien-pensance. Là, le fait de citer la COP et de citer les ODD, on a quand même changé d'air. Et quelqu'un qui viendrait comme ça transporter dans le temps de nos jours dirait, bah tiens, finalement, il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est votre sentiment à tous les deux? Et dans vos activités, à l'un et à l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui vous guide, Laurence, chez Incepto? Oui. Bah, écoutez, je pense que surtout dans ces locaux, on ne va quand même pas cracher dans la soupe. L'État accompagne bien les startups. On est en France, hein, ça se fait. Ça se fait, exactement. Moi, je ne suis pas tout à fait partisane de ça. C'est tout à ton honneur. Mais non, il y a un véritable accompagnement. Il y a plusieurs termes que j'ai bien aimés. La régulation. Et donc, autant on attend beaucoup du secteur privé, des industries, des startups pour innover, pour pousser les barrières. Et on a vu que dans la crise, ça s'était passé. J'ai cité quelques exemples. Mais ça doit se faire dans un certain cadre. Et donc, on attend de l'État aussi, surtout quand on parle de données privées, qui posent des règles. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Donc, on voit des initiatives extrêmement intéressantes, comme le Health Data Hub, pour que justement ces données, elles soient encadrées, elles soient partagées. Donc, ça va dans le bon sens. Les pouvoirs publics se saisissent de ces sujets. Donc, on est dans une période tout à fait intéressante, tout à fait. Ouais, je partage complètement ça. En fait, il y a... j'imagine que si tu étais transporté 30 ans dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui... Ah oui, bah tiens. Non, oui, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si... ça, vas-y, ça m'intéresse. Ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un cadre sociétal qui est incroyable. Tu vois, je prends mon exemple et celui de mes associés. On sort d'école,
On a eu une alternance. C'était un projet d'école. Hein, C'était un projet d'école, exactement. Et tu vois, on sort d'école, on a accès à Pôle emploi, ce qui est une chance incroyable. Ça n'existe pas partout dans le monde, hein, il faut encore le rappeler quand même, mine de rien. Et pendant un certain temps, ça nous permet de monter un projet, ça nous permet aujourd'hui d'employer des gens. Et quand bien même, avant même d'employer des gens, il y avait déjà des organismes publics, et je pense à BPI, qui sont là, qui disent bah oui, bien sûr, on va vous mettre de l'argent sur la table pour que vous puissiez monter votre projet. Enfin, c'est exceptionnel comme cadre. Et surtout qu'en fait, non seulement il y a ça, mais ça ne va pas prendre aussi les travers de... Alors, ça peut être le travers, par exemple, de modèles anglo-saxons, ils vont pousser ça via des fonds privés, etc. Là, pour le coup, c'est de l'argent public. Et du coup, derrière, tu as aussi une régulation qui est, tu ne peux pas faire non plus de n'importe quoi. Donc, je trouve que c'est extrêmement sain et c'est un win-win pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique, j'ai l'impression quand même. C'est le modèle français, c'est quelque chose. Vous avez l'impression que on peut inspirer les autres. On parle souvent de l'Europe, mais est-ce que la France dans l'Europe a un mot à dire de ce point de vue-là? Et est-ce que vous avez l'impression qu'on est mieux regardé qu'avant? Ouais, alors je répondre à ça parce que c'est intéressant. On a eu le même débat au France Digital Day il y a une semaine, et en réalité, la France a pris une position assez particulière depuis le Brexit, où tout d'un coup on s'est retrouvé à devenir le hub startup, le hub de la tech en Europe, juste après Berlin, ou pas très loin en tout cas. Et donc c'est assez incroyable. Donc oui, les gens nous regardent. Aujourd'hui, on est capable de faire des partenariats avec des boîtes européennes et de commencer à construire un écosystème qui est un écosystème européen. On n'a pas, si tu veux, la force de frappe encore de modèles américains, Amazon, Google et j'en passe. Mais ça ne peut arriver que par ce conglomérat européen qui commence à se former. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est dingue. Et pour le coup, je pense que dans 30 ans, le discours que j'ai là, on le tiendra, mais à l'échelle de l'Europe, quoi. Ça, j'en suis absolument convaincu. Donc déjà, c'est pas la fin du monde, c'est bon à savoir. Parce que dans 30 ans, on existera encore. Laurence, tu voulais ajouter quelque chose sur l'écosystème européen, sur la façon justement dont on est regardé On est regardé. Bon, moi, je peux parler de mon quotidien, qui est ma relation avec nos partenaires, les gens qu'on distribue. Et donc, certains sont américains, beaucoup sont européens. Et ils nous donnent des bons retours, en fait. Ils apprécient la façon dont on travaille en France. Il y a un côté très... on prend les problèmes à bras-le-corps, on met les produits dans les mains des clients. Et on est dans un écosystème favorable. Donc, je pense que ces signes passent très, très nettement. Antoine, si je ne m'abuse, BNP Paribas a des capitaux belges. Notre premier actionnaire est l'État belge, c'est exact. C'est ça, c'est carrément l'État belge. Oui. Est-ce que là, il y a l'idée de la construction d'un modèle européen Est-ce que la nature des actionnaires... Non, mais c'était de toute façon, BNP Paribas, la fusion entre BNP Paribas est née sur un projet européen. Clairement, on a des étoiles dans notre logo parce que ça faisait partie du projet. Il y a un lien direct. Alors, elles sont vertes, mais... il y a un rappel, quoi. Il y a un rappel, clairement. L'idée, aujourd'hui, BNP Paribas est la première banque européenne. Je dirais que oui, l'État belge est notre premier actionnaire, mais on a aussi des fonds d'investissement qui dépendent de l'État français, qui sont nos actionnaires. On a aussi... Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui des actionnaires privés, des actionnaires publics. Les salariés sont aussi des actionnaires très importants chez BNP Paribas. Il y a des fonds d'épargne des salariés qui sont très développés depuis des années. Et donc, au bout d'un moment, ça finit par représenter une part du capital qui n'est pas du tout négligeable. Et donc, oui, je crois qu'on est au carrefour d'intérêts très différents, même si, comme beaucoup d'entreprises, la majorité de nos actionnaires, c'est des fonds qui gèrent des retraites, en fait. Mais alors, justement... on parlait de l'engagement et d'aller au-delà de la simple responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et souvent, on avait coutume de dire que dans notre système, disons, capitaliste, pour le dire vite, tout le monde était plus ou moins d'accord pour avancer, sauf les actionnaires qui, eux, voulaient de la renta à court terme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé, et en particulier depuis la COP, et depuis que un type comme Trump a refusé
de signer les accords et que tout à coup, toutes les grosses boîtes américaines ont dit on prend le relais. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a joué à ce moment-là ? Je pense que c'est lié à ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'en réalité, la majorité des actionnaires, c'est des fonds qui gèrent des retraites. Et de temps en temps, les futurs retraités osent se demander si leur argent est investi dans des trucs qui font que quand ils prendront leur retraite, ils seront encore vivants. Et si vous prenez, c'est assez intéressant parce qu'on critique beaucoup les fonds de pension sans toujours savoir exactement ce que c'est et en mélangeant les fonds de pension qui gèrent des retraites et qui ont donc souvent une vision finalement assez long-termiste avec des fonds d'investissement qui peuvent eux être beaucoup plus court-termistes. Mais vous avez un fonds de pension par exemple qui s'appelle CalPERS. C'est un des plus grands fonds de pension du monde, peut-être même le plus grand. C'est le fonds qui gère les retraites des fonctionnaires de Californie. Un fonctionnaire de Californie, si vous voulez, il y a 10-15 ans, il reçoit tous les ans le rapport de son fonds de pension qui lui dit, écoutez, voilà, vos investissements, ça rapporte tant, ça gagne tant, il est content. Bon. Et puis, petit à petit, il est californien, il acquiert une certaine conscience écologique dans un endroit où vous avez entendu dire qu'il y a à la fois quelques incendies légers et aussi quelques autres phénomènes climatiques légers. Bon, donc il est entouré, en réalité, le Californien, il est entouré par le réchauffement climatique. Il est au cœur d'un pays où, en réalité, les débats sur l'écologie, sur la protection sociale, etc., rythment la vie américaine. Ils n'ont pas exactement le même modèle de société que nous, mais ces questions, elles sont au cœur de toutes les fractures de la politique américaine en permanence. Bon. Et donc, à un moment, si on lui donne le rapport des investissements et qu'il voit que tant a été investi dans le gaz de schiste, tant a été investi dans le charbon, tant a été investi dans les armes, etc. À un moment, il ne peut pas, parce qu'il est c'est sa caisse de retraite. Mais en revanche, il peut dire, écoutez, non, là, ça ne va pas. Et donc, la caisse de retraite, elle a l'obligation, au bout d'un moment, d'aller chercher des investissements qui sont des investissements beaucoup plus long-termistes dans leur approche de la société. Et donc, aujourd'hui, bien sûr que, là aussi, ces gens-là, ils vivent dans une forme d'injonction contradictoire. Ils ont besoin de pouvoir payer des retraites, mais ils ont de plus en plus besoin d'expliquer qu'ils payent leur retraite avec des entreprises qui préparent l'avenir. Et du coup, ça va leur donner envie de privilégier ces entreprises. C'est-à-dire que bien sûr qu'une entreprise doit être rentable et qu'elle doit être bien gérée, mais dès qu'elle est rentable et bien gérée, si elle s'occupe d'environnement ou de social, il va y avoir une nette préférence des actionnaires pour cette entreprise. Nous, on a un conseil d'administration qui nous pousse à aller toujours plus loin dans ce domaine-là. Est-ce qu'il faut des individus visionnaires à la tête des entreprises pour accélérer justement la demande sociétale ou en fait ça se fait naturellement? Et j'allais dire, est-ce qu'il faut une bonne crise comme celle qu'on vit, bonne avec 3 paires de guillemets évidemment, pour aller vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'intérêt général ou du bien commun? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous... Je pense qu'il y a un mouvement de fond. Hein. Les jeunes employés, enfin les dirigeants d'entreprise n'ont plus vraiment le choix parce que leurs employés en interne cherchent de la valeur dans ce qu'ils font et un sens à leur mission et toutes les enquêtes le démontrent. Donc bien sûr, un dirigeant visionnaire, ça aide peut-être à accélérer les choses, mais quelque part, on n'a pas le choix. Je pense que vraiment les nouvelles générations poussent dans ce sens-là. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord. Toi qui es la nouvelle génération, dis-nous tout. Mais alors oui, effectivement, si moi je cherchais du taf, effectivement, je chercherais dans ce sens-là. Mais je pense que c'est pas un mouvement qui fondamentalement, si on veut qu'il soit tangible et qui soit à long terme, qui vienne d'en haut. Tu ne peux pas imposer ce genre de mouvement, il faut que ça vienne d'en bas pour le coup, et ça passe par notre génération qui cherche leur premier boulot et qui du coup ont cette demande de valeur. Et le cours de la valeur au bureau a énormément augmenté, tu vois, c'est un truc de fou. Combien de fois il y a des candidats qui m'ont dit je cherche quelque chose parce que je sens que je contribue à quelque chose de bien, tu vois. Et ça, c'est enfin, je pense pas que ça existait il y a 10 ans, pas autant en tout cas. Et je pense que tu as la même chose à l'école, toutes les instances de socialisation poussent vers ça. Donc en fait, le mouvement il va venir d'en bas, c'est sûr et certain. Alors justement, il y a le résultat du sondage qui vient d'arriver sur nos tablettes.
Alors déjà, Laurence, sache que il y a eu un petit peu de rééquilibrage sur le premier, à mesure que les gens votent. Hein. On est sur la confiance au robot. Hein. On est à oui 36, non 36. Et ça dépend 27. On voit que ça se rééquilibre, mais que c'est toujours, voilà, c'est toujours assez nuancé. Quand même de la méfiance. Je dirais. Quant à la question de savoir quelle est la finalité d'une entreprise, alors œuvrer au bien commun, 50%. Être rentable pour ses actionnaires, 0. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas très scientifique, mais enfin, ça dit quelque chose quand même. Préserver les emplois, 20, et œuvrer au bien-être de ses collaborateurs, 30. Alors, je me tourne vers toi, Antoine. Je me souviens d'une vieille interview, puis même encore d'une interview récente de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la banque, qui est Carlos Tavares de PSA, qui disait, bon, la RSE, vous êtes sympa avec tout ça, mais moi, je paye pas les gens en RSE, je les paye en euros. Donc, si jamais je fais pas mon chiffre, je ferai pas non plus de RSE derrière. On voit là qu'il y a cette espèce de conjugaison entre le rentable sonnant et trébuchant et le rentable en termes de valeur, de sens. Non, mais je pense que on comprend assez bien que quand une entreprise, quand des gens mettent des capitaux dans une entreprise, à un moment, ils ont envie déjà de ne pas perdre leurs capitaux, si possible, et éventuellement d'avoir une forme de rendement sur leurs capitaux. Pour autant, du point de vue de l'entreprise, c'est un outil, c'est un moyen. Et donc, quand l'entreprise commence à se balader partout et à dire le sens de ma vie d'entreprise, le sens de mes salariés, c'est de rembourser, c'est de verser un dividende aux actionnaires, ben non, c'est pas le sens. C'est un moyen, parce qu'effectivement, si vous versez des dividendes aux actionnaires, ben, ça permet de lever des capitaux privés que vous ne lèverez probablement pas si vous ne versez rien du tout. Donc c'est ça le truc, mais c'est un outil. Et je pense qu'on sort d'une époque où les gens ont confondu la finalité et les moyens. On leur disait le sens, on leur disait, nous, c'est vrai que pendant des années, on voyait des entreprises qui écrivaient, qui disaient, nous, notre projet, c'est la création de valeur pour l'actionnaire. Non. C'est pas effectivement, le projet d'une entreprise, c'est d'être dans la société, c'est un corps vivant. Le premier projet d'un corps vivant, d'une certaine manière, c'est d'assurer son avenir. Et donc, assurer son avenir dans une société, c'est être en harmonie avec cette société. Et donc, l'actionnaire, il est un des éléments qui permet à l'entreprise d'exister. Et donc, il faut bien entendu le respecter, mais en tant qu'un des éléments qui permet de l'entreprise d'exister. Quand on est un directeur de l'engagement comme toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de... il y a aussi l'injonction de résultat du point de vue des engagements auxquels tu t'es engagé, toi et le groupe évidemment, et donc de forcément rendre des comptes. Et on voit souvent que, y compris chez mes confrères et nous-mêmes chez Uzbek Erika, on regarde les entreprises en disant vous étiez engagé à... au hasard, moins de plastique, moins de gaz de schiste, plus de bien-être global, sans faire les bisounours, hein, c'est pas la question. Mais où en êtes-vous de ces fameux engagements? Et quelque part, il y a quelque chose qui relève un peu de la politique. C'est-à-dire, comme un homme politique... tu n'as pas tenu tes promesses, t'es pas réélu. Vous n'êtes pas élu, alors comment ça se passe? Alors justement, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a d'un côté ce que je fais pour mes actionnaires et il y a d'un côté ce que je fais pour la société. Ce que je fais pour les actionnaires, il existe un truc qui s'appelle la comptabilité, qui a dû naître avec les Égyptiens ou avec les Grecs et qu'on n'a pas arrêté de perfectionner depuis 3000, 4000 ans, etc. Bon. Et d'un autre côté, il y a le fait de mesurer l'impact qu'a l'action de l'entreprise sur l'environnement ou celui qu'elle a sur la société, ce qu'elle a globalement sur les limites terrestres et sociétales. Bon. Et ça, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on commence tout juste à mesurer. Et l'entreprise, à un moment, c'est des milliers de personnes, elle a besoin d'indicateurs fiables, elle a besoin d'outils de mesure. Et donc moi, je suis
persuadé que l'un des éléments très importants, c'est d'arriver à créer des outils de mesure pour l'impact social et environnemental qui seront aussi fiables que les outils de mesure économiques. Si on veut changer la finalité de l'entreprise, il faut qu'on change aussi ces instruments de mesure. Par exemple, nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des outils qui vont nous permettre d'aligner notre portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris. Bon, donc ça veut dire qu'en plus de la comptabilité financière, il va falloir qu'on ait une sorte d'évaluation. Un nouvel indicateur. J'ose pas encore dire de comptabilité écologique, mais ça va être quand même quelque chose de très chiffré. Mais tu viens de le dire. Et donc on voit bien que c'est dans cette direction qu'on va. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a des universitaires qui y travaillent. Nous, on fait partie d'un groupe de 5 banques européennes qui est en train de travailler sur la mise au point d'indicateurs pour ça. Et donc, c'est une transformation énorme. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Mais nous, par exemple, c'est des chantiers qui, chez nous, sont suivis par le directeur général. C'est-à-dire que à peu près tous les mois, on a une réunion de 2 heures avec lui sur ces chantiers de métriques et d'indicateurs et où il nous dit les enfants, vous êtes là, vous en êtes, et il n'est pas question de venir à la réunion suivante avec le compte-rendu de la réunion précédente. Il faut vraiment que le chantier ait avancé. Les temps changent. Alors, j'ai une dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre conversation. La première place sur le podium a changé, et ça me permet d'introduire la conf de demain sur le management, puisque pour vous, une entreprise doit d'abord, à 47%, et devant le bien commun, œuvrer au bien-être de ses collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ? Est-ce que ça va bien à un moment, les collaborateurs, et quand même, il faut avancer, quoi. Non, honnêtement, moi je considère que l'une des raisons pour laquelle j'ai monté une boîte, c'est parce que j'avais envie de monter une boîte dans laquelle j'aurais aimé travailler moi-même. Déjà, première chose, donc déjà ça donne une ligne de conduite qui est que tout ce qu'on peut faire pour que... Si tu veux, on n'est pas un grand groupe, on n'a pas 10 000 employés. Combien vous êtes On est 48 à date. On n'est pas un grand groupe, on n'a pas 10 000 personnes, on n'a pas un CE incroyable, mais tout ce qu'on peut faire pour donner des avantages qui vont donner envie de travailler, qui vont donner envie de se ranger derrière la mission qu'on poursuit, etc., on va le faire. Et faire en sorte qu'il y ait, et je vais même aller plus loin, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent chez nous, c'est un peu quelque part comme une école, tu as l'école Lifestorm où tu vas non seulement apprendre à travailler d'une certaine manière, apprendre à faire certaines choses dans un champ de compétences donné, mais aussi potentiellement à bénéficier du quotient de travail que tu n'aurais peut-être pas eu ailleurs. Ou voilà. Donc on travaille toujours dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a recruté cette année un département RH, qu'on l'a consolidé et qu'on veut vraiment aller de l'avant. Donc oui, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, sur un marché, surtout à Paris, qui est aussi tendu, un marché du travail, tu es aussi obligé quelque part d'aller dans ce sens-là. Parce que, encore une fois, le mouvement, il vient d'en bas et cette demande, elle vient d'en bas. Donc voilà. Laurent, chez Incepto, la marque employeur, elle se fait surtout parce que c'est un gros kiff pour un ingénieur ou un informaticien, ou parce qu'on y est heureux ? Les deux. Et il y a donc forcément la mission, elle est plus facile à voir quand on travaille dans la santé. Mais au-delà de ça, je pense que les cofondateurs ont très tôt voulu construire un environnement de travail libéré où chacun peut s'exprimer, peut mener ses projets. On travaille beaucoup sous forme de task force. On essaie d'avoir pas de management, mais plutôt des initiatives comme ça, des prises de décision très, très transparentes. Et on revient à la confiance. En fait, la confiance, elle existe parce qu'il y a de la transparence. Et par rapport à ta question qui était qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas les engagements, si c'est en transparence et qu'on est dans une boîte qui fait beaucoup de sciences des données, donc forcément on a des métriques, forcément on s'appuie sur les données, on est capable d'expliquer comment les décisions sont prises à partir de données. En transparence, à ce moment-là, on peut se tromper, mais c'est clair et c'est compréhensible de tout le monde. Donc, ouais, les deux. Antoine, pour finir, est-ce qu'il est plus facile d'être banquier en 2020 qu'en 2010 ?
En 2010, on était En tout cas, d'attirer. En 2010, on était en pleine Ouais, crise 2010, financière. On avait des gens qui nous, 2012, allez. qui nous téléphonaient pour nous demander si la banque faisait faillite demain matin. Donc, c'était quand même pas super facile. Mais non, je crois que c'est, en tout cas, je pense que on fait partie des entreprises et là, je parle des banques en général. Je pense qu'on fait partie des entreprises où la notion de sens est en train de remonter extrêmement fort dans ce qui anime les gens et je crois qu'elle est très bien comprise à la fois par les dirigeants, les collaborateurs et voilà, je crois que on est vraiment sorti des années où les gens faisaient de la banque ou de la finance parce que c'était soi-disant chic et on a bien compris que useful is the new chic. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Antoine, merci Laurence, merci Gilles. Merci. Longue vie à vous trois et rendez-vous dans 30 ans pour savoir ce que nous serons tous devenus. Je rappelle que ces débats sont visibles en replay sur le site de BPI France. Je rappelle que nous nous retrouvons demain à la même heure où là on va parler justement, on va rentrer dans le détail du management, de l'orgat, à parler d'entreprises libérées. Je pense qu'on va challenger aussi un peu tout ça et toutes ces choses qui ont été pensées et parfois un petit peu survalorisées dans les années 2010 et comment la réalité finalement redonne ces lettres de noblesse à la mission et puis à l'engagement. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Merci encore au Hub BPI. Merci à Claire. Merci aux équipes techniques. Merci à Florie. Nous nous retrouvons demain. Salut à tous. Ciao.